Bonjour et bienvenue à L'Heure régionale, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Nous débuterons aujourd'hui avec Mme Geneviève Letourneau, directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, qui nous annonce l'accréditation du ministère des Arts et de la Culture. Mme Dominique Dumouchel, agente culturelle pour Ville de Belleuil, nous explique comment la municipalité s'implique dans la lutte contre le changement climatique, comme par exemple dans l'élaboration et l'organisation à chaque année du Festival Caput. Par la suite, M. Luc Lapointe, directeur général pour le Centre de services scolaires des Patriotes, est avec nous pour faire un bilan de la rentrée scolaire 2024 ainsi que les nouvelles infrastructures pour les étudiants. Nous terminerons avec M. Baptiste Ling, conseiller aux entreprises à la MRC Vallée du Richelieu, qui nous rappelle la première édition à ne pas manquer du rendez-vous entrepreneurial le 26 septembre prochain. Voici votre émission débute à l'instant. Bienvenue à vos actualités sélectionnées par l'équipe de TVR 9 pour cette semaine. Partout au Québec, on célèbre la Semaine des municipalités 2024 qui se tiendra du 8 au 14 septembre prochain. Créée en 1988, cette semaine met en lumière les services offerts par les municipalités et les projets qui touchent le quotidien des citoyens. C'est l'occasion de célébrer et de promouvoir la démocratie locale et le travail essentiel des municipalités. Les citoyens sont invités à participer par des témoignages, des activités, des publications sur les réseaux sociaux avec le mot-clic Semaine Municipalité 2024. Participez pour souligner l'importance de la vie municipale pour vous. La Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire vous invite à une conférence sur la vie et la carrière du juriste et politicien Louis Lacoste. L'historienne Caroline Coudia retrace le parcours de cette figure marquante de la région qui fut député, conseiller législatif et sénateur au 19e siècle. La conférence se tiendra le mercredi 25 septembre prochain à 19h30 à la salle du Cœur de la Montagne à la bibliothèque de Belleuil. L'entrée est gratuite pour les membres et coûte 10 $ pour les non-membres. Une entreprise de Belleuil a obtenu une subvention de 2,1 millions de dollars pour lancer un projet pilote visant à déployer des ambulances électriques. À travers le Québec, Demers Ambulance, qui vend des véhicules dans près de 50 pays, reçoit le financement par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le projet sur 2 ans permettra d'évaluer la performance de ces véhicules en conditions réelles, durant les conditions hivernales, tout en réduisant le coût d'acquisition pour les services ambulanciers participants. La phase initiale testera également de nouveaux systèmes de recharge avec un usage limité au transport entre les hôpitaux pour l'instant. Avez-vous profité de l'été pour faire du vélo? Un Hilaire-Montais, Pierre-Yves Robert, a relevé un défi impressionnant en parcourant 4000 km à vélo à travers l'Europe lors de la course transcontinentale. Partant de Roubaix en France, il a traversé des pays comme la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie et le Kosovo, pour finalement atteindre Istanbul en Turquie. Malgré les températures élevées, une journée perdue à cause d'un empoisonnement alimentaire et des courtes nuits passées à dormir sous des abris de fortune, il a terminé cette aventure épuisante en 14 jours. Un grand bravo pour cet exploit. Les banques alimentaires ont besoin de soutien de la part des citoyens. Ne manquez pas la grande fête de la solidarité à Mouton Village le 24 octobre prochain. C'est au profit de la Banque alimentaire Le Grain de Sel pour les municipalités aux alentours de Belleuil et Mont-Saint-Hilaire. Vous pouvez vous inscrire directement sur leur site web au graindesel.ca. Merci d'avoir été avec nous pour les actualités de la semaine. Une nouvelle nouvelle pour le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Madame Geneviève Letourneau, directrice générale, vous êtes avec nous pour nous en parler un peu plus. Oui, on est extrêmement heureux et fiers de cette belle annonce-là. Quelques années de travail qui ont été nécessaires pour que le 1er août, on reçoive une réponse positive à notre demande d'agrément, donc de reconnaissance du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre d'un programme de reconnaissance des institutions muséales qu'on appelle les institutions muséales agréées. Et qu'est-ce que ça va permettre aux musées et aux organisateurs de faire comme changement dans la vie de tous les jours? C'est pas avant la fin 2025.
C'est ça. Bien, en fait, là, on a reçu la confirmation qu'on était agréé. Mais par contre, il y a une autre étape à passer. C'est ce dont vous me parlez. Donc, vers la fin 2025, on peut s'attendre à avoir des retombées financières de ça. Mais on devra déposer une demande au programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales, qui n'est pas ouvert encore, qui devrait l'être sous peu. Puis on nous parle de résultats et de sous plus à l'automne 2025. Donc, on a toute cette année-là quand même de travail encore devant nous, mais avec un bon vent dans le dos suite à cette annonce-là là, qui est bien encourageante. Parce que c'est un programme qui est quand même assez récent et il est assez exigeant, là. Il y a eu un processus en amont pour avoir cette accréditation-là. Exact. Donc, c'est un programme qui semble avoir été mis en place là, en 2018. À ce moment-là, le musée vivait des enjeux de rénovation nécessaires, de travaux à faire qui ont été réalisés durant la pandémie en 2020. Donc, et cette période-là non plus n'était pas propice. Et depuis ce moment-là, bien, lorsqu'on a fait des dépôts, on a pris les commentaires qui étaient adressés et c'est sur ces défis-là, en fait, qu'on a travaillé qui nous ont permis là, de nous mériter la reconnaissance au dernier dépôt, à la mi-février dernier. Donc, il y avait beaucoup de documents oui. à remplir. Ça vous a pris combien de temps environ pour en arriver à faire la demande? Pour compléter une demande d'agrément, s'il n'y a pas de travail en amont, c'est quand même plusieurs heures. Mais il y a tout un travail de révision des politiques. Ça peut être au moins une trentaine de documents. On nous demande absolument tout, là. C'est un rayon X là, de l'institution. On doit s'assurer d'avoir une programmation d'activité qui correspond aux exigences, aux standards de qualité exigés du ministère. Pour ça, ça allait très bien. On a dû réviser nos règlements généraux en profondeur. Veux pas, l'institution va avoir 30 ans l'an prochain. Donc, les politiques d'éducation, les politiques de recherche, les politiques de collectionnement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de révision. On avait une très bonne base, mais il fallait passer par ce travail-là, là, qui est somme toute exigeant. Il faut déposer notre programmation des 3 dernières années, autant d'activités que d'expositions. Donc, et toute voilà. cette démarche-là, ça ne change pas grand-chose, en fait, à l'appel de candidature, lorsque les artistes veulent s'impliquer ou encore déposer une demande de dossier. L'agrément ne change pas tout ça. C'est vraiment un procédé administratif. Oui, tout à fait. Nous, on va poursuivre d'avoir des appels de dossiers annuels. Là, le prochain sera là plus tard cet automne. Peut-être j'aurai l'occasion de revenir vous en parler. Pour les artistes, il n'y a pas de changement. On accepte les dossiers, tout ça. On fait nos sélections en comité. Plusieurs personnes se penchent sur les dossiers qui nous sont soumis. Souvent, c'est près d'une centaine. Pour la programmation d'exposition et tout ça. Donc, non, ça ne resserre pas, si on veut, les possibilités pour les artistes d'exposer chez nous. Même au contraire, lorsqu'ils seront sélectionnés, il y a quand même un prestige d'avoir exposé dans une institution muséale agréée. Et à titre d'exemple, en terminant, quels sont les événements à venir que vous pourriez inviter les gens? Bien, moi, j'invite les gens aux mises en lecture de Refus Global qu'on reprend cette année. Cette année, c'est 2 représentations. Le samedi 14 septembre à la maison Paul-Émile Borda, le dimanche 15 septembre au pavillon Jordi Bonnet. Donc, c'est une levée de fonds. Il y aura un reçu pour dons qui sera émis pour chacun des acheteurs de billets. Une vingtaine d'artistes et de personnalités connues québécoises, appréciées du public, qui vont faire un travail formidable au niveau des lectures, des extraits de Refus Global. Il y a un encan silencieux qui accompagne, en fait, l'événement avec une autre vingtaine d'œuvres d'artistes de la région. Donc, c'est à ne pas manquer. Toutes les informations sur notre site Internet. Bien, merci, Mme Letourneau, pour ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. L'environnement et l'économie circulaire sont au cœur des priorités de la plupart des municipalités, mais à la Ville de Belleuil, l'agente culturelle, Mme Dominique Dumouchel, bonjour. Bonjour. Vous venez avec nous aujourd'hui pour nous parler de qu'est-ce que c'est concrètement pour la Ville de Belleuil, l'environnement. Exact.
Pour la Ville de Belleuil, ça fait partie des réflexions de base sur tous les projets, je dirais. On peut parler d'emblée du Festival Caput, belle réussite, qui a eu lieu le 24 et 25 août dernier à la Ville de Belleuil sur l'espace culturel Aurel Dubois. On parle de plus de 5000 visiteurs, un record pour cette année. Et Caput, qui est un festival basé sur la récupération, met un peu la table à cette réflexion-là que la Ville met dans ses projets. Donc, pour parler concrètement d'activités écologiques, on a les cercles d'éphémères qui étaient présentes pour le festival et qui ont travaillé très fort comme des petites abeilles fidèles qu'elles sont. Il y avait des oriflammes à la Ville de Belleuil, des oriflammes qui servent comme outil promotionnel un peu dans différentes villes. Et puis, à chaque 10 ans, on change le visuel, donc les bannières deviennent désuets. Et puis, on crée des sacs réutilisables qu'on a vendus pendant le festival avec des ganses faites de ceintures de sécurité dans une idée complète de récupération. Et de quelle autre façon la Ville de Belleuil s'est distinguée lors du Festival de Caput pour l'environnement? De plein de belles façons. L'offre alimentaire en partant. C'était des commerçants entièrement locaux. On avait le quartier général qui était là pour faire une offre de paletas qui a été bien appréciée de tous. On a également métro, commerce local, et puis les scouts. Intéressant avec les scouts, toute l'offre alimentaire était faite avec la vaisselle lavable. Ça a été pas une belle nouveauté, mais un beau geste actif qu'on prend dans Caput. Également, l'autre geste, c'est au niveau des impressions. Avant, on remettait des pamphlets, des dépliants avec les artisans qu'on a complètement arrêtés. On fonctionne beaucoup avec des codes QR, de rediriger vers le site web promotionnel. Donc ça a été un beau geste aussi environnemental. On avait la MRC, la Vallée du Richelieu, qui avait un kiosque pour sensibiliser les gens un peu au tri et informer les citoyens sur les ressources internes de la Vallée du Richelieu. Toujours beaucoup de nouveautés. Et puis, on a remis un guide de l'exposant à tous les participants de l'événement pour les conscientiser sur leur façon le transport, utiliser un véhicule, d'apporter des bouteilles d'eau réutilisables, de ne pas remettre de sacs de plastique dans leur kiosque. Donc, ça venait vraiment avec cette réflexion-là complète. Et d'ailleurs, en lien avec ce festival-là, a aussi eu lieu la fameuse piscine en eau vive, le bassin en eau vive qu'on dit. Qu'est-ce que c'est et comment la Ville a réussi à mettre un bassin comme ça en utilisant le plan environnement? Nos élus et notre mairesse sont partis beaucoup s'inspirer à Copenhague parce qu'il y a différentes piscines en eau vive au Québec, mais c'est au balbutiement, c'est au début, et nous, on est d'une première avec un bassin en rivière. Et puis, le propos environnemental, nous, il n'y a pas de déversement dans l'eau directement, tout est naturel. Et puis, toute la piscine a été construite avec des matériaux récupérés, notamment aux travaux pratiques. L'espace gazonné a été récupéré, le quai, ça a été fait à partir de matières récupérées. Donc, vraiment, cette idée-là de concept naturel. Et puis, c'est des sauveteurs bénévoles, des nageurs bénévoles qui sont venus nettoyer également le fond de la piscine. Donc, beaucoup de soutien de la part de tout le monde. Tout le monde a mis la main à la pâte. Et les travaux publics ont aussi un autre projet, en fait, qui est en train de se concrétiser pour eux. Ça serait au niveau des des pistes cyclables et des moyens de transport. Oui, on a initié ça tout nouvellement, la Ville en primaire. On a acheté 2 vélos électriques. Vraiment pour faciliter les déplacements dans les équipes internes à la Ville, donc les travaux publics, l'école bleue, les différentes divisions, l'urbanisme, ce qui apporte l'avantage de voir la Ville et la réfléchir d'une façon différente, notamment dans la réalité d'un cycliste, parce qu'on a énormément de citoyens cyclistes, et de se conscientiser aussi sur nos déplacements internes. Donc, ces vélos-là, on va pouvoir les apercevoir dans la Ville prochainement? Oui, déjà. Oui, et grâce au Media Lab, on va pouvoir avoir vraiment une signature. Tranquillement, on va voir l'école bleue et l'équipe de la Ville se promener. On va voir aussi autre chose apparaître prochainement. Ce sont les affiches et les annonces pour le Chaufferette. Oui! Chaufferette, 11e édition cette année, déjà. Toujours sur le parvis de l'Église. Et puis, encore dans ce propos-là environnemental, nous autres, on a toujours des collaborations avec des partenaires cohérents à l'éco-responsabilité, notamment Recycle Québec, qui a été partenaire notamment pour Caput et qui va l'être aussi pour Chaufferette, parce qu'on vient avec un tempo éco-responsable dans nos événements. On a les éco-verres, on utilise des choses qui se compostent entièrement. On a des îlots de consigne pour les canettes qui sont utilisées et consommées. Et puis, on a une belle collaboration depuis presque 5 ans avec Exo qui offre des services de navette aux visiteurs parce que le site, pour être sécuritaire, est entièrement piéton et quand même compliqué un peu d'accès dans le vieux Belleuil. Donc, on fait un service de navette avec Exo pour faciliter le transport actif et conscientiser le monde sur leur empreinte aussi. De très beaux projets, en fait. Merci beaucoup d'être passé à notre studio aujourd'hui. Merci beaucoup.
La rentrée scolaire a lieu chaque année. Monsieur Luc Lapointe, directeur général du Centre de services scolaires des Patriotes, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment s'est passée cette rentrée 2024? En fait, la rentrée 2024, je pense qu'on est encore dedans. La rentrée, en fait, on pense souvent que c'est la première journée, mais ça s'échelonne sur 2 semaines. Ça va très, très bien. Il y a des nouvelles écoles qui accueillent les élèves pour la première fois. Notamment, on a une nouvelle école à Carignan-Salière, une école primaire. On a 2 agrandissements, un à l'école secondaire de Chambly, puis un à l'école secondaire de Carrefour, qui accueille les nouveaux élèves. Et Chambly, ça va avoir, lorsque cette construction-là va être terminée, les rénovations et tout, ça va permettre d'alléger le réseau à d'autres endroits. Effectivement. Donc, pour l'école secondaire de Chambly, initialement, l'agrandissement, c'est pour répondre aux besoins des élèves qui habitent ce secteur-là. Donc, actuellement, les élèves vont en 4e et 5e secondaire à l'école secondaire du Mont-Bruno. On va les rapatrier. D'ailleurs, on a déjà rapatrié les élèves de 4e secondaire cette année. Et aussi, on a sur l'ensemble du territoire du Centre de services scolaires des Patriotes une croissance d'élèves au secondaire. Donc, on va se servir de cet agrandissement-là pour enlever de la pression. Donc, notamment pour l'école secondaire Osias-le-Duc et en partie pour l'école secondaire Polybelle à Belleuil. Donc, notamment à partir de 2025-2026. Donc, par exemple, les élèves qui habitent à Saint-Jean-Baptiste vont fréquenter la nouvelle école secondaire, pas la nouvelle école, mais l'école secondaire de Chambly pour le secondaire, et les élèves de Saint-Charles et Saint-Denis n'iront plus à l'école secondaire Osias-le-Duc, mais vont faire leur secondaire à l'école secondaire Polybelle. Et on a prévu dans toutes les consultations qu'on a faites l'année passée des mesures transitoires. Donc, ça va se faire graduellement, ces changements-là. Et vous avez aussi prévu les postes à combler en lien avec cette hausse d'élèves aussi. Bien, en fait, les postes à combler, il y a différentes raisons. Effectivement, il y en a en partie avec les hausses d'élèves, mais la réalité du milieu scolaire aussi, il y a une pénurie d'enseignants. Et aussi, il y a des nouveaux postes qui ont été créés l'année dernière lors des ententes là, qui se sont conclues entre le gouvernement et les différents syndicats. Notamment, parmi ces ententes-là, il y a plein de bonnes nouvelles, mais qui amènent des défis. Donc, dorénavant, il y a des postes d'aide à la classe qui ont été créés. Donc, pour le Centre de services scolaires des Patriotes, c'est l'équivalent de 133 postes à temps complet. Principalement, ces postes-là sont occupés par les éducatrices en milieu scolaire, donc qu'on appelait anciennement les éducatrices en service de garde. Donc, ça vient créer des besoins supplémentaires. Il y a eu un travail énorme qui a été fait dès le printemps par les équipes écoles, par les techniciennes, les directions d'école et tout notre service des ressources humaines pour venir combler ces besoins-là. Il y a même eu au mois d'août, la semaine dernière, pas la semaine dernière, le 22 août, un blitz d'entrevues pour venir combler des postes supplémentaires. On a reçu 232 candidatures, 122 entrevues là, pour venir combler les postes. Et aujourd'hui, pour les postes enseignants, on a 27 postes non comblés, qui ne sont pas nécessairement des postes à temps complet, mais des postes à temps partiel sur 2800. C'est très peu. Puis pour les postes de techniciens en éducation et d'éducatrices, c'est 37 postes sur un total d'à peu près 1100. Donc, encore là, ce n'est pas nécessairement des postes à temps complet. Puis je profite de l'occasion que j'ai, là, si des gens sont intéressés, de ne pas hésiter là, à faire parvenir leur candidature au Centre de services scolaires des Patriotes. Vous avez mentionné les aides à la classe. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'elles font? Ce n'est pas des orthopédagogues nécessairement. Effectivement. Les aides à la classe, c'est un support que peut apporter un autre adulte en classe à l'enseignant. Donc, pour venir aider l'enseignant dans la gestion de classe de façon générale, mais également dans l'aide qui peut être apportée à certains élèves en particulier. Donc, par exemple, l'aide à la classe pourrait aider au niveau de la motricité pour certains élèves un petit peu plus jeunes où ça peut prendre plus de temps, par exemple, s'habiller l'hiver ou se déshabiller. Elle peut travailler, faire de la relecture de questions auprès d'un sous-groupe d'élèves. Elle peut accompagner un sous-groupe d'élèves pendant qu'une enseignante se concentre sur un deuxième sous-groupe d'élèves. Donc, c'est différentes tâches, mais vraiment, il faut penser aide à la classe de cette façon-là. C'est 133 postes répartis dans l'ensemble de nos écoles primaires. Donc, ça amène beaucoup de ressources supplémentaires là, pour travailler au quotidien auprès des gens. Et est-ce qu'il y a une hausse d'élèves comme telle? Si on se fie aux dernières années, est-ce que c'est plus flagrant en Montérégie ou c'est toujours à peu près le même nombre? En fait, la réalité de la Montérégie, c'est un très, très grand territoire. Donc, la réalité n'est pas la même
en fonction de l'endroit où on se retrouve sur le territoire. Mais pour le Centre de service scolaire des Patriotes, on n'a pas vraiment de hausse d'élèves au primaire cette année. D'ailleurs, les prévisions ministérielles qu'on a pour les prochaines années au primaire, de façon générale, on a une légère baisse. Mais toute la hausse d'élèves au primaire qu'on a eue dans les dernières années, mais ça se traduit par des hausses d'élèves au secondaire. Donc, la pression que nous avons actuellement, c'est vraiment une pression au niveau du secondaire. D'ailleurs, pour une des parties de notre territoire qui concerne plus les municipalités de Varennes, Verchères, Contrecœur, Saint-Amable, on travaille avec les municipalités là, pour ajouter une nouvelle école secondaire dans ce secteur-là. Alors, c'était la rentrée pour 2024. Merci, M. Lapointe, d'être venu en discuter avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Nous sommes en compagnie de Baptiste Laing, conseiller aux entreprises à la MRC Vallée-du-Richelieu. Bonjour, M. Laing. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un très beau projet, en fait, un fonds de solidarité. Qu'est-ce qu'il y en a exactement pour les entreprises? Oui, effectivement, donc c'est une enveloppe de 1,5 million qui a été mise en place par la MRC-VR avec ses partenaires, donc le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les fonds locaux de solidarité FTQ et la Fédération québécoise des municipalités. Donc une enveloppe qui nous permet maintenant de faire des prêts à terme pour les entreprises, jusqu'à l'occurrence de 250 000 $. On était limité avant à 150 000 $, donc là on a pu augmenter le gap. C'est des prêts qui vont permettre pour les entreprises d'aller de l'avant dans leurs projets. Donc on a 4 principaux volets, si je puis dire, qui sont les démarrages, les projets d'amélioration, de transformation, les projets de croissance et d'expansion et le relève entrepreneurial. Cette enveloppe va surtout permettre de faire un effet levier auprès d'autres programmes d'investissement ou des institutions financières, puisque les prêts de la MRC peuvent couvrir jusqu'à un maximum de 50% des coûts de projet. Quand même. Parce que ça paraît gros quand on entend 250 000 $, mais dans la vie de tous les jours, ça peut monter vite des travaux pour une entreprise d'amélioration ou autre. Quel type de projet qu'on peut présenter concrètement un entrepreneur ou quelqu'un qui possède une compagnie? À quoi il peut penser comme projet à présenter pour s'assurer de vraiment avoir un soutien? Mais en fait, c'est vraiment tout type de projet. On n'est pas fermé à aucun secteur d'activité ou autre. On va exclure éventuellement certaines activités qui sont liées à des choses qu'on ne voudrait pas financer, là, comme les drogues ou autres. Mais autrement, tous les types de projets. Donc, quelqu'un qui veut se lancer en affaires, qui a besoin de démarrer et qui a besoin de financement, peut venir nous voir, quel que soit son secteur d'activité. Une entreprise qui veut aller de l'avant dans la transformation, l'amélioration et l'automatisation de ses activités pour augmenter sa productivité peut venir nous voir. Puis, nous, on va se charger aussi de regarder l'ensemble du projet. Quels sont les partenaires techniques qui peuvent faire de l'accompagnement? Quels sont les autres partenaires qui peuvent aider au financement? Et l'objectif, encore une fois, c'est d'aider à la réalisation des projets et d'accompagner les entreprises de nos territoires. Puis je voudrais dire que finalement, ce service, il s'inscrit dans une gamme de services qui est offerte par la MRC-VR, par l'intermédiaire du service de soutien aux entreprises, où on fait du service conseil, on anime la cellule locale de mentorat, on organise des formations et des séances d'information. Donc c'est vraiment un ajout en plus dans notre gamme de services qu'on offre à toutes les entreprises du territoire de la vallée du Richelieu. Donc, un nouvel entrepreneur peut dire, un peu frileux dans les temps qu'on vit actuellement, les marchés sont quand même incertains, pourrait dire, je vais participer à ce fonds-là, puis je vais avoir le soutien jour après jour, il pourrait avoir vraiment ce soutien-là tout au long de son projet? Oui, exactement. Conseiller. Comme je le disais, de toute façon, nous, on offre du service conseil à toutes les entreprises qui aient des prêts avec nous ou non. Et on les accompagne tout au long de leur projet, du démarrage jusqu'à la relève entrepreneuriale, puis tout projet de croissance, de transformation, etc. Puis on offre exactement le même service à partir du moment où il y a des prêts qui sont engagés avec eux. Et les entrepreneurs en ce moment doivent se demander, mais où je vais, comment je peux m'inscrire à ce projet-là? Toutes les informations sont sur notre site Internet, puis vous aurez les contacts. Simplement nous appeler, nous envoyer un courriel, puis ça nous fera vraiment plaisir de rencontrer les entreprises. Et est-ce que c'est possible de doubler le service? Est-ce qu'il y a d'autres fonds? Un entrepreneur pourrait dire, je vais participer pour le fonds de solidarité, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres fonds ou d'autres programmes qui pourraient avoir accès avec la MRC-VR? Comme je le disais, on va être limité à couvrir un maximum 50% des coûts de projet. Donc les autres 50% vont devoir être trouvés auprès d'autres programmes de financement ou des institutions financières. Mais encore là, on est là pour les aider à trouver le reste du financement. Donc ce fonds-là peut être combiné à d'autres subventions ou aides?
Ce fonds doit être combiné à d'autres financements. Effectivement, il faut qu'il y ait d'autres partenaires autour de la table. Puis je pense que c'est important pour les entrepreneurs aussi. Plus il y a de partenaires autour de la table, mieux il sera outillé, mieux il sera accompagné et au plus ça maximise les chances de réussite du projet. Et comment le fonds en est venu à être élaboré? Est-ce que c'est avant la pandémie, avec l'inflation qui en a suivi, ou c'est un tout nouveau projet? Non, en fait, c'est des fonds qui sont administrés par le Fonds local de solidarité FTQ, qui ont des ententes de partenariat avec les MRC à travers tout le Québec. Puis je pense qu'on était une des MRC qui n'avait pas encore cette entente. Donc ça nous fait plaisir aujourd'hui d'avoir signé cette entente, puis ça nous permet d'augmenter l'enveloppe disponible pour aider les entrepreneurs. Bien, merci, M. Linde, d'être passé à notre studio aujourd'hui pour ces explications. Je vous en prie, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ne manquez pas nos autres émissions telles que Conseil en bref, qui est animé par 4 animateurs bénévoles et qui fait un survol des conseils municipaux que nous couvrons, tels que Ottoburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Belleuil et Chambly. L'équipe de TVR9 vous invite d'ailleurs à nous transmettre vos commentaires sur notre bulletin d'information ou si vous avez des événements à annoncer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.